Now I'm thrilled to actually introduce our next panel host, or our first panel host. He's going to present the topic of going international. And who better than the person who runs the Spanish MIT Technology Review equivalent, Pedro Moneo, if I could have you come on stage. And he's going to present individually each one of his speakers. And I think, are you based in San Francisco? Is that where you are? Yeah. And you cover all of Latin America technology. That's terrific. I'll let you present it, but great to have you with us. Is this on? Thank you very much. Well, I've heard that we are a little bit late, so I'm going to try and make it this fast. I was asked to do a presentation in two parts. First, to talk about our vision of the world today when we're looking at international markets, and then to give a vision about what's going on in Latin America and why it's becoming so interesting. This is not working. Okay, the slideshow doesn't seem to be working. I wanted to start by saying that there are 5 or 6 different topics that are really interesting about the world today that are dramatically changing the situation that we're facing. I'm actually much in line with what Professor Duta said before, but probably the first topic is that we've learned that when we were small, that we lived in a world of 8 or 9 economies that ruled the situation, and right now the emerging economies are actually taking a much more important part of the economy, of the decisions that we make day to day in the markets. The second thing is actually something that Professor Duta always says, that we've been seeing how we change from an economy that's based on natural resources to an economy that's based on who produces better, faster, and cheaper, to an economy that's ruled by neurons, by raw material, by brains. The third is you cannot do things on your own anymore. Is this working? Hello? Okay, the third thing is products are becoming too complex. There is so much technology inside each of these devices that it's very difficult for a single company to do things on their own. So collaboration with international leaders is becoming a key trend. Second, I think this is a dramatically important factor. The crisis is becoming the end of the status quo. We were used to having a diploma of an engineer, being part of a really big multinational brand that was stable, that was respected, and things are changing very fast. This means right now you're valued by your customers, by your clients, by your partners, by how much you can you can add to the conversation right now, how you can help us solve this particular problem. Something that is very inspiring to me too is that people are very interconnected. Even as we launch new ways of connection of people, whether it is email, telephone, social networks, every single new means of communication gets saturated. Last thing, technology empowers people. And we've seen that there is a huge new population of people that are coming to stage in emerging economies. So actually, these two things, more interconnection, more people, and more power in each people, means that the world is becoming really small. And we've seen this in movements like the environmental crisis in different parts of the world. We've seen it happen with the Arab Spring, with the political movements in the last months, and we will see it in other technology areas as well. So, what now? And our pick is that it is actually too late to start complaining. It's a time to act. It's a time to get to action. And actually, if I needed to summarize why I think this is a very important time, and this is actually probably the best time ever to launch a technology business, is probably because of these 3 or 4 things. First, globalization has brought us many more users, people who can use our technology, and many more devices. So not only there is more people using technology, but each of these persons has more devices on him that can make him consume our products in different markets. Second, I think cloud computing has helped us bring costs down dramatically. Development costs, storage costs, infrastructure costs.
and also helped us create scalability. And third, the Web 2.0 has provided us with great means to lower the costs of marketing, of bringing our products to market, but also has reduced significantly the amount of hours we need to develop new products. So just to give you in 4 minutes the idea of why I think Latin America is so important, I wanted to summarize in 5 or 6 points. This is actually a very interesting front page from The Economist a few months ago, saying that we need to change the vision that we used to have in the U.S. that Latin America is the backyard of our garden, because, first of all, America, compared to Europe, is a more revolutionary continent. Everything that happens there is very likely to happen for the first time, so people approach these new inventions with a totally different perspective. Second, we need to realize that we're not alone in the market, we're not alone in the world. 7 billion people means a lot, and actually, emerging economies represent already a big portion, 88% of the world's population. And not only the population, but also the GDP. They represent already more than 50% of the world's GDP. This is actually, it should say America there. America represents a 1 billion market. If it's interesting for technology companies, it's even more interesting because people are way younger than in Europe or the US, in average 10 years. And also very interesting, 85% of people like to consume internet products in their own language. This means that there is an unattained market that we can reach if we use the local languages of Latin America, for example. Another thing, smartphones and high-end technology mobile devices are reaching the tipping point. In the US, this quarter, they reached already more than 50% market share, which brings a new market for these new consumers who are more likely to consume products than others. And this is just a summary of everything. A revolutionary continent populated by a younger generation with a new class of consumers that have jumped over the edge of poverty, with very few established competitors as the market is new, and with the last generation infrastructure as the infrastructure is being deployed for the first time. And actually a younger generation that quickly adopts new technologies. And also the obvious advantages of the language, of the local language that has been not attained for the moment. So, I mean, these points, I think, are really a good introduction for 3 other speakers that we have right now that I'm going to invite to stage. Carmen? So please help me welcome to the stage Charlotte Louis from Délégué Régional de Île-de-France and UbiFrance. Mr. Peng Wei, Directeur Général Adjoint, Bank of China. Et Mr. Santiago Mendioroz, Conseiller économique et commercial chef, Office économique et commercial, Ambassade d'Espagne en France. So if you would like to take a seat. Bon, on m'a dit de faire cette partie en français. Je vais essayer. Après les conversations de ce matin, on a parlé beaucoup de comment le monde change et comment les petites entreprises technologiques doivent s'internationaliser plus vite. Et bien sûr, ils vont se rencontrer des challenges, right? Et alors, je voudrais avoir votre point de vue je pense, de 3 différentes perspectives. Un peu, si vous voulez, on va commencer avec les locaux. Et qu'est-ce que vous pensez d'abord, on va vous présenter, on va essayer de vous laisser vous présenter, mais qu'est-ce que vous pensez que sont les principales difficultés pour les entreprises françaises qui sont en train de s'internationaliser? Donc, bonjour à tous, moi je suis donc déléguée régionale pour UbiFrance sur l'est de l'Île-de-France. Vous m'entendez ?
Donc UbiFrance est une agence nationale pour le développement des entreprises françaises à l'étranger. On dépend du ministère de l'économie et on travaille avec l'ensemble. Pardon, ça marche pas. Donc UbiFrance, je récapitule. UbiFrance, donc on est une agence nationale. On aide les entreprises françaises à se développer à l'international. On travaille avec l'ensemble des acteurs en fait au niveau national, que sont les chambres de commerce en France, Oseo, la COFAS, les conseillers du commerce extérieur de la France. On forme en fait un ensemble d'acteurs qui aident les entreprises françaises à se développer avec l'international. L'international, comme on l'a dit ce matin, c'est une notion, ça devient obligatoire pour les entreprises françaises, surtout en temps de crise. L'international, c'est pas toujours évident pour les entreprises, surtout pour les entreprises françaises, les PME, les TPE. Et on est là, en fait, pour leur fournir des outils à travers des subventions d'État pour leur faciliter l'export et le rendre moins cher, en fait. UbiFrance, nous, on intervient pour trouver... UbiFrance, d'abord, on a un réseau. On a plus d'une cinquantaine de bureaux à l'étranger. Qui sont uniquement dédiés au développement international des entreprises françaises sur les pays pour leur trouver donc des débouchés commerciaux à l'international. Ça peut être par exemple tout ce qui est information sur les marchés étrangers, tout ce qui est études de marché. Ça peut être également exposé sur un grand salon à l'international qui est avec des coûts subventionnés. Communiquer, se faire connaître, faire connaître son innovation pour une entreprise innovante sur les pays dans la presse professionnelle spécialisée. Ça peut être aussi également des processus de recrutement international via une procédure qu'on gère, le volontariat international. Donc on gère, nous, UbiFrance, un ensemble de boîtes à outils en fait pour simplifier cette démarche aux entreprises françaises. Et je reviens donc à la question que vous avez posée, comment est-ce qu'on perçoit l'international pour les entreprises? Donc ce qui nous revient, et ce sort surtout pour les entreprises françaises, c'est que l'international c'est long. C'est souvent cher et les entreprises n'ont pas forcément toujours l'information. Donc il faut qu'elles sachent qu'il y a un ensemble, un dispositif dont j'ai parlé depuis le départ, ce qu'on appelle l'équipe de France de l'export, qui est là pour orienter les entreprises, que ce soit les chambres de commerce pour leur donner les premières informations, les guider à l'international, UbiFrance donc pour l'accompagnement, la COFAS et Oseo sur tout ce qui est accompagnement financier pour l'international. Merci, on va continuer avec Monsieur Pangui. Et on voudrait connaître un peu la perspective de la banque pour l'internationalisation des entreprises technologiques. Bonjour à tous, merci pour cette occasion de nous présenter. Tout d'abord, je dois vous dire qu'une chose que la plupart des gens ne connaissent pas, notre existence en France. Alors, Bank of China, c'est l'une des plus grandes 4 banques en Chine et nous sommes déjà venus en France depuis 1986. Et récemment, c'est une nouvelle qui arrive la semaine dernière, c'est que Bank of China a été élu comme une banque systémique mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des grands établissements financiers qui auront des impacts sur les économies mondiales si la banque est tombée en faillite. Donc il y a seulement 29 banques qui étaient élues dans ces listes, parmi lesquelles on trouve 4 banques françaises, 6 ou 7 banques américaines, et nous sommes la seule banque chinoise qui a été élue. C'est-à-dire la Banque China est déjà quand même une banque importante dans l'économie mondiale. Voilà. Et nous sommes déjà présents à Paris en 86, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons 2 agences et nous sommes en train de créer la 3e à Lyon. Et puisque c'est une rencontre à propos de l'innovation, donc je ne vais pas vous proposer tous les produits financiers ou des produits dérivés comme les autres banques font. Nous allons proposer d'une innovation qui est en cours large et importante. C'est quoi ça? C'est l'internationalisation de la monnaie chinoise, ce qu'on appelle CNY ou RMB. Je préfère l'appeler CNY. Alors tout d'abord c'est en cours parce que ça a été déclenché très récemment l'année dernière et le volume de transactions n'a pas cessé d'augmenter. Deuxièmement, c'est large parce qu'il y aura un impact non seulement dans les différentes zones géographiques, de l'Asie jusqu'à l'Europe, aux États-Unis et jusqu'à l'Afrique maintenant. Et il y a aussi un impact sur les différents secteurs économiques, y compris les acteurs économiques mondiaux, de l'État, des grandes entreprises, aux PME et jusqu'aux individus. Et troisièmement, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que la monnaie chinoise donne une occasion non seulement d'obtenir un financement beaucoup moins cher par rapport au dollar et l'euro, et surtout c'est important, c'est que compte tenu de la conjoncture économique actuelle,
la monnaie chinoise donne une réévaluation plus importante que les autres monnaies. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est qu'en 2011, la monnaie chinoise a connu une réévaluation entre 6 ou 8% par rapport aux devises comparées. Alors, en ce moment-là, le taux est plus bas que les autres. C'est exactement ça que je vais proposer à tous les auditeurs. Et à part ça, je vous dirais que nous travaillons beaucoup avec des différentes entreprises, soit des entreprises françaises qui sont allées en Chine ou travaillent avec des importateurs ou exportateurs chinois, soit des entreprises chinoises qui sont installées en France. Voilà. Et pour terminer, Monsieur Mondorios, je suis devant votre CV. Vous avez fait plein de choses intéressantes. Donc, si vous voulez terminer là. Merci, oui. Bonjour à tous. Je pense que je représente ici un pays qui est, sinon inconnu, totalement méconnu. Des millions de Français vont en Espagne, des millions d'Anglais ou d'Européens vont en Espagne chaque jour. Chacun connaît Carmen ou connaît les taureaux, mais la réalité technologique espagnole est absolument méconnue. Et ça, c'est peut-être vrai parce que ça fait très court temps que nous sommes présents sur les scènes internationales. En fait, seulement depuis la mort de Franco en 1975, on a commencé à ouvrir les frontières espagnoles et ce n'est qu'en 1986, donc il y a 25 ans, qu'on est devenu des membres de l'Union européenne. Mais pourtant, si je dis que nous sommes méconnus, c'est parce que, par exemple, je pourrais dire que 3 de chaque 5 vols dans le monde aujourd'hui sont contrôlés par des technologies espagnoles. 3 des 5 plus grandes entreprises de construction au monde sont espagnoles. 8 des 10 plus grandes entreprises qui contrôlent des PPP, c'est-à-dire des Public-Private Projects, et qui ont au monde sont espagnols. La deuxième compagnie d'aérogénérateurs au monde est espagnole. Si on va sur les énergies renouvelables, nous sommes à présent en plus de 35% de notre consommation électrique vient des sources renouvelables. Et il y a des pointes où 75% et même 80% de la consommation électrique en Espagne en un jour vient des énergies renouvelables, ce qui nous donne vraiment un avantage sur, par exemple, ce type de produits à l'échelle globale. Pour ne dire que 2 exemples, une compagnie espagnole est en train de faire le 2e Chanel de Panama et on vient je m'excuse, de rafler aux Français et aux Chinois le marché du nouveau TGV de Médina à la Mecque. Donc, ça prouve qu'en 25 ans, on a fait un long chemin et qu'on est présent à présent dans le monde. Quelles sont les raisons pour ça? Je pense qu'il y a 5 raisons. Une raison très très importante, celle que Pedro a signalée, c'est la langue. Puisque même si nous sommes un petit pays à l'échelle du monde, il y a plus de 500 millions d'êtres humains au monde qui parlent l'espagnol. Donc ça c'est un marché de choix pour nous et pour nos entreprises, surtout dans le secteur des services. La deuxième raison, c'est qu'on a pris des décisions stratégiques du gouvernement de l'ouverture de l'économie espagnole. Et en 1959, on a décidé d'en finir avec l'isolement. En 1986, on est devenu des membres de l'Union européenne. Et en plus, l'option des énergies renouvelables a été aussi une décision stratégique du gouvernement. Donc, de même que la France est allée sur le sentier du nucléaire, et ça a permis les entreprises françaises d'être les premières au monde, ça a été le même pour nous avec les énergies renouvelables. La troisième raison, c'est qu'on a eu, bien sûr, les fonds européens.
pour nous, les fonds européens ont été absolument fondamentaux de deux points de vue. Le premier, c'est qu'on a permis d'avoir maintenant l'infrastructure la plus moderne et aussi la plus performante de l'Europe, de même en train à grande vitesse qu'en autoroute. Et ce qui est encore plus important, a permis à nos entreprises d'en finir avec le marché national, je veux dire le marché espagnol, et devenir des vraies entreprises européennes, puisque les entreprises ont dû s'adapter aux nécessités de travailler avec les Européens et de travailler, disons, en maintenant les délais, en respectant la qualité, etc. Et enfin, la quatrième raison serait, bien sûr, qu'on a été capable de mettre sur place des institutions d'aide aux entreprises, surtout à la globalisation. Nous avons l'IFEX, qui serait l'équivalent de France à peu près, Cofides pour la financiation et la FESFE pour les assurances. Mais tout ça ne ferait rien, bien sûr, si nos entreprises n'étaient pas compétitives. Donc même si on est, comme vous savez très bien, au milieu de la crise, la réalité c'est que nos exportations avancent au rythme de 17% pour les deux dernières années. Donc ce sont des rythmes pas comparables aux Chinois, mais tout de même beaucoup plus importants que les Italiens, les Français ou même les Allemands. Et ça c'est bien possible parce que nos entreprises et nos travailleurs sont absolument compétitifs. Donc c'est pour ça que je disais au commencement que nous sommes peut-être des rangs méconnus. Et sur ce point-là, je tiens à signaler que, par exemple, on nous connaît toujours par cet acronyme qui a été inventé par Murdoch et qui a eu un long succès des PIGS. Enfin, si on est des PIGS, on essaye quand même de se débrouiller à l'échelle globale. Merci. Je voudrais dire un mot, on clôture l'intervention. Oui, juste pour vous rappeler, en fait, on a parlé de l'ensemble du dispositif, notamment sur l'international. Hein, je reviens pour accompagner les entreprises françaises. Je voulais juste vous signaler que l'équipe de France de l'export, comme on appelle, on est présent aujourd'hui. Hein, on a un stand sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble du dispositif, COFAS, OSEO, Chambre de commerce. Mais surtout pour les entreprises françaises du Val-de-Marne qui sont intéressées par les marchés export, sachez qu'il y a une date prochainement qui peut vous intéresser. Le 30 novembre, en fait, il y a un forum Paris-Orly qui est organisé par la Chambre de commerce du Val-de-Marne sur lequel vous pourrez retrouver l'ensemble du dispositif ainsi qu'une vingtaine d'experts pays qui viendront pour rencontrer les entreprises françaises. Voilà. Merci. Maintenant, prenons le point de vue d'un entrepreneur. Je voudrais parler de quelques besoins que les entreprises ont maintenant. Et le plus fort est financement. Et donc, je voudrais avoir votre point de vue de quels sont les besoins que les petites entreprises vous transmettent et aussi quels services, quelle stratégie vous avez pour vous insérer dans ce milieu de petites entreprises qui ont besoin de moins d'argent, mais plus vite et un argent plus intelligent. Alors sur l'intervention, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous, Ubifrance, on intervient sur le développement international, mais deux acteurs financiers viennent en fait aider les entreprises, hein, que ce soit la COFAS avec l'assurance prospection. Donc ce qui est intéressant pour une entreprise qui se développe à l'international, on n'est jamais sûr de gagner tout de suite, hein, de générer du chiffre d'affaires. Donc l'assurance prospection de la COFAS va venir en fait garantir l'entreprise contre ce qu'on peut appeler l'insuccès commercial lorsqu'elle va se développer à l'international. Donc c'est un premier levier qui est mis en place par la COFAS, mais on a également l'intervention d'OSEO qui intervient en partenariat donc avec nous, Ubifrance, via ce qu'on appelle le prêt pour l'export, donc générer de la trésorerie pour les entreprises en fait, pour tout ce qui est développement immatériel lorsque les entreprises partent à l'étranger, exposer sur un salon, traduire des plaquettes, recruter, tout ça peut être financé par l'ensemble de ces outils, donc que ce soit l'assurance prospection de la COFAS ou OSEO, ce sont les solutions qu'on met en place en fait pour accompagner les entreprises et leur permettre donc de financer tout ce qui est développement à l'international. Alors, je pense que, puisque nous sommes chinois, nous travaillons plutôt dans le domaine franco-chinois, et là, nous trouvons que la plupart de nos clients sont composés de PME.
Alors, les PME, ils ont certainement des besoins de financement particuliers par rapport aux grandes entreprises. Donc, c'est là, franchement, nous avons nos atouts. Mais je ne veux pas tout dire ça dans cette circonstance. C'est considéré comme une sorte de secret commercial. Désolé. Oui, merci. De notre part, en Espagne, nous avons à peu près le même aide au financement des entreprises à l'extérieur que les Français ou que Ubir France. Vous pourriez trouver tout ce que nous avons au site net de IFEX, www.ifex.es. Mais de notre part, je parlais avant que nous sommes relativement nouveaux sur les marchés internationaux. Donc, nous trouvons que nous avons deux grands besoins avant le financement. La première, c'est l'information. Ce qui est essentiel pour les petites et moyennes entreprises, c'est l'information du marché auquel elles comptent aller. Et quand je dis information, je dis bien sûr depuis la règle commerciale jusqu'à la possibilité d'avoir ou de rencontrer des partenaires, etc. Et la deuxième question très, très importante pour nous, c'est tout simplement de convaincre nos entreprises que le marché intérieur ne suffit point, qu'une entreprise qui ne vise que le marché intérieur est déjà au bord de la faillite, et donc qu'il faut toujours penser global, même si on est très, très, très petit. Et pour ça, nous avons un projet qui, je pense, qui a été qui a eu beaucoup de succès. Nous l'appelons BIP, et ça permet de détacher, disons, un tuteur au sein de l'entreprise qui accompagne l'entreprise dans tous les steps, tous les passages qu'elle doit faire avant de s'insérer au marché international. Donc ça, pour les petites et moyennes entreprises espagnoles, a été comme je le disais avant, un grand succès. Et je pense qu'on a réussi à faire dans 5 années plus de 10 000 petites et moyennes entreprises qui n'étaient plus exportatrices et qui l'ont devenu. Donc ça, c'est très, très, très intéressant pour nous. Le troisième problème que nous avons, c'est que les petites et moyennes entreprises ont, c'est le problème des marques. Peut-être que vous savez ou vous ne savez pas que l'Espagne exporte, par exemple, sur le marché français, plus de 500 000 hectolitres de vin par an. Mais vous ne trouverez pas une seule marque de vin espagnol aux supermarchés français. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le vin espagnol? La question était la même avec l'huile d'olive. On exportait de l'huile d'olive à granel vers l'Italie, de l'ordre de 700 000 tonnes d'huile d'olive espagnole à granel étaient exportées vers l'Italie. Vous trouvez partout dans le monde des marques d'huile d'olive italienne, mais vous ne trouverez pas des marques d'huile d'olive espagnole. Donc, pour nous, le problème de la marque et tout ce que ça revient, donc la nécessité d'aider ces petites et moyennes entreprises à avoir une marque, à avoir du marketing, à avoir une présence internationale, etc., ça devient beaucoup plus important que le financement. Pour nous, pour nos petites entreprises, disons que le marché intérieur continue d'être la plupart de leurs ventes. Donc, le financement, c'est un grand problème, mais c'est pour la totalité de la compagnie, beaucoup plus que pour l'internationalisation de la compagnie. Bon, on a juste pour 5 minutes. Donc, maintenant, je suis très curieux pour la Chine. Donc, je voudrais connaître de la perspective de la France et l'Espagne, comment vous voyez la Chine. Je vous donne quelques données. On a fait une grosse conférence de technologie la semaine dernière en Espagne. On a ramené des experts de partout dans le monde et on a vu que déjà la Chine, c'est le premier pôle dans le monde pour la séquenciation génétique, ça se dit comme ça, gene sequencing, qui est une technologie très très compliquée.
très haute technologie, très limite, non? Et on voit presque tous les mois que la Chine lance un nouveau segment pour la station spatiale internationale. Donc c'est déjà des investissements en haute technologie très fortes. Et je voudrais connaître votre perspective et votre stratégie, si ce n'est pas confidentiel, dans votre point de vue sur la future technologique de la Chine. Alors, premièrement, dans la science spatiale, je n'ai pas grand-chose à dire. c'est pas mon domaine. Mais ce que je peux vous dire, au niveau de l'innovation technologique, la Chine a beaucoup investi. J'ai vu quelques articles que, au niveau de montant, si on est converti en US dollars, je dirais que la Chine c'est classé parmi les 5 plus grands pays dans l'investissement de l'innovation technologique. Et puisque je suis banquier, j'étudie toujours le taux de change. Et si le CNY sera réévalué avec un taux plus ou moins normal, on dirait que la Chine est déjà classée comme le numéro 1 dans l'investissement de l'innovation technologique. Et vous pouvez lire dans la presse que la Chine n'a pas cessé d'investir dans le transport, dans la voiture, dans le spatial. Et ce que nous attendions dans les prochaines années, c'est plutôt les aspects des grands avions et aussi des secteurs biologiques, de santé. Donc sont tous, et moi personnellement, je pense qu'il y a aussi le secteur agricole, que la Chine pourrait travailler avec la France ou les autres pays européens dans les prochaines années. Voilà. Sur le point de vue, en fait, aussi, nous, UBI France, on travaille, on a 5 bureaux en Chine, et on constate aussi, d'ailleurs c'est une volonté chinoise, qu'il y a une demande qui est croissante sur tout ce qui est éco-activité, éco-construction. Les villes chinoises ont besoin pour le futur, comme nous tous, de construire propre, de construire des villes durables, et font appel notamment aux entreprises françaises pour tout ce qui est construction, apport technologique sur la construction de son nouvelle ville. Et l'innovation française est très demandée par les Chinois dans ce domaine-là. De notre point de vue, disons, c'est absolument obvious. C'est-à-dire la Chine est grande, très très grande pour nous. Disons qu'un pays qui est capable de sortir des universités 1 million d'ingénieurs par an, c'est un pays qui a absolument qui va marquer le futur. Donc nous pensons que les temps où la Chine avait le besoin d'importer des technologies sont des temps révolus, qu'elle va devenir très vite la première puissance économique mondiale et la première aussi sur le point de vue technologique. Donc ce qu'on essaye, c'est de trouver de petites niches où encore il y a des possibilités pour nos entreprises. Et il y a encore des possibilités, disons, dans le domaine agricole, bien sûr, dans le domaine énologique ou dans le domaine des huiles à consommation, dans tous les domaines de irrigation, etc., et surtout dans l'innovation, dans les processus d'aide aux entreprises et les processus d'aide, pas des entreprises .com, mais des entreprises qui en fait utilisent l'Internet pour améliorer tous les produits et les procès des entreprises. Okay, je pense qu'on doit finir. Ouais, là, c'est l'heure. Okay, well, thank you very much, everybody, for coming. Just to summarize, I would say it's a very challenging time ahead. Things are happening very fast. Emerging economies are economies to watch. China is inspiring. Africa and Latin America are places that are probably going to bring a lot of surprises. Companies need to grow faster, multinationally, need to be born global, as they say right now. And I'm sure you guys they're going to keep you very, very busy. So thank you very much for coming. Thank you, and thank you, Pedro, for hosting the panel.